Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. On se retrouve pour un nouvel épisode Rencontre avec. Aujourd'hui, je suis à la brasserie La Superbe et je suis en compagnie de Baptiste. Salut Alex. Salut. Bon, ça fait longtemps qu'on devait enregistrer cet épisode, on y est enfin. Ça y est. Ouais, ça y est. Et bah déjà, pour rentrer dans le vif du sujet et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu aussi l'origine de la brasserie, comment toi et du coup Vincent, parce que vous êtes deux à avoir fondé la brasserie, comment vous êtes lancé là-dedans? Donc Vince et moi avons lancé la brasserie il y a 5 ans maintenant, début 2017. On a lancé la brasserie sur une 5 hectos à Biarritz. Toute petite install, des fermenteurs de 5 et on a démarré comme ça, sachant que on avait un petit background de homebrewing comme circuit classique comme pas mal de brasseurs. Et puis voilà, ça a été un peu on savait que c'était un dimensionnement court terme et qu'on avait besoin de passer sur quelque chose de plus fat pour que ça soit aussi rentable et qu'on puisse en vivre tous les deux. Donc on a rapidement atteint notre capacité de prod maxi sur cette première brasserie. Donc 1 an et demi plus tard, on a bougé à Anglette. On a pris un bâtiment plus grand, 300 mètres carrés, avec du matos en 20 hectos, des cuves de vin, mais tout full manuel. Donc là, on a monté la brasserie jusqu'à 1600 hectos l'année dernière. Donc on a passé 2 ans et demi là, dans cette brasserie. Et on a déménagé dans la brasserie dans laquelle tu es aujourd'hui il y a 1 mois. Donc c'est un projet qu'on a initié il y a quasiment 1 an, tu vois, entre la recherche de financement, la recherche du bâtiment et les travaux. Ça s'est concrétisé. Là, on est en plein brassage aujourd'hui, mais voilà, on a les clés de ce bâtiment qui était une espèce de friche il y a 6 mois, dans lequel il n'y avait rien, ni électricité, ni eau, ni avec un sol dégueu, des tags à l'intérieur, etc. Et on en a fait quelque chose d'assez cool. Et voilà. Donc du coup, on est maintenant sur une 20 hectos, mais en full auto, avec différentes tailles de fermenteurs. Le choix du dimensionnement, c'est toujours un peu un casse-tête parce que quand tu veux changer tu veux passer un step, il faut toujours trouver le bon équilibre entre t'as la gamme qui te fait plus de volume et en même temps celle qui est plus confidentielle mais que tu dois sortir aussi. Donc, tu peux pas sortir des Imperial Stout en 60 ou 80 hectos. Donc on est passé sur une 20 en full auto, ce qui nous permet de remplir des cuves plus fat. On a 6 cuves de 60. Qui va nous servir principalement sur la gamme permanente et sur les gros IPA, des trucs pour lesquels il y a de la demande, sur lesquels il y a de la demande. Et puis on a gardé 2 cuves de vin de notre ancien système, donc là plus pour des sour, des stouts, des choses comme ça. Et on a aussi 2 cuves de 10 hectos pour des choses autres. Ouais, c'est vrai que vous avez on reviendra dessus un peu plus tard, mais il y a quelque chose d'assez atypique sur la manière dont elle est construite. C'est vrai que souvent, quand on voit des cuves de 60, c'est rare qu'on ait des 10 à côté dans les brasseries. Ouais, mais voilà, après, nous, comme c'est la 3e brasserie, on a eu le temps de se poser les bonnes questions et de se dire, voilà, ça, il nous manque à chaque brasserie, en fait, on a soulevé des points qui nous manquaient. Et là, l'idée à travers ce projet, c'était effectivement de produire plus parce qu'on avait pas mal de demandes et qu'on on est souvent en rupture. Il y a une grosse saisonnalité ici aux Pays-Bas, tu vois, donc il faut quand même produire intensément sur une période courte, donc avoir du matériel qui suit aussi. Et puis on voulait plus de place pour initier d'autres projets parce qu'on n'avait ni la place de faire ce qu'on voulait, ni le matériel, etc. Donc là, on a imaginé la brasserie de nos rêves. Et franchement, je pense qu'on va commencer à être pas mal. Là, pour l'instant, il manque encore pas mal de choses. On est vraiment juste au balbutiement de la brasserie. Phase de découverte aussi un peu du nouveau matériel. Ouais. On a essuyé un peu les plates là depuis 1 mois, mais bon, ça tourne, hein, tu vois, ça brasse. Bien sûr. Là, comme je te disais tout à l'heure, là, j'ai brassé 45 millilitres en 1 mois. Ouais. Donc,
commence à se faire la main, tu vois. Donc là, on commence tout juste cette semaine à brasser nos 3 premières éphémères qui sortiront en canette à la fin du mois. Donc j'attendais de me faire la main quand même avant de sortir des grosses IPA sur du matos. Je pense qu'au moment où on sortira l'épisode, elles seront probablement déjà sorties. Mais... Yes, ça sortira fin août. Donc, fin août, dans un bon mois. Je pense que les personnes qui écouteront cet épisode-là seront capables déjà de trouver ces bières-là à ce moment-là. Yes. Tu disais que donc, la brasserie a été initialement fondée en 2017, mais qu'avant vous aviez un petit background avec Vincent de Brassam. Yes. C'est un peu le chemin assez classique de pas mal de brasseries qui se sont montées, en tout cas ces derniers temps, d'avoir un parcours en Brassam avant et de se lancer dans le monde professionnel. Qu'est-ce qui a été pour vous deux le déclencheur qui vous a fait vous dire bon ça y est, on passe du Brassam au monde pro, on se lance vraiment dans ce milieu-là. En fait, quand on a commencé le brassage amateur, on avait déjà en tête de monter notre brasserie en pro. Donc, c'était déjà dans ce truc-là, se faire la main, c'était pas. Ouais. Vous n'avez pas fait ça, vous, à la base, juste pour le loisir, en vous disant un jour comme ça, ça nous plaît vraiment, il faut qu'on s'y mette. Non, à part le fait qu'on était des consommateurs de bière. Ce qui n'a rien d'original. En fait, au moment où on s'est dit on voudrait monter notre microbrasserie, et sachant qu'il y a des délais super importants pour pouvoir monter ce type de projet, on s'est tout de suite mis dessus. Alors après, en parallèle, on a fait pas mal de stages, on a bossé dans des brasseries et tout, mais ce qui, moi, m'a permis d'apprendre le plus de choses, c'est le Brassam. Et là, pour le coup, on a vraiment pilé comme des fous jusqu'à obtenir des résultats qui nous satisfaisaient, mais on a beaucoup brassé à la maison, mais dans l'optique de lancer la brasserie. C'était pas une passion qui est devenue un projet pro. C'était déjà une envie d'aller professionnel, et du coup l'étape du brassage amateur s'est imposée pour découvrir un peu le métier. Tout à fait. Et du coup, avant de vous lancer en Brassam, et du coup quand vous avez eu cette idée de monter une brasserie, vous étiez, tu me dis, consommateurs tous les deux. C'était déjà consommateurs de craft, de choses un peu atypiques ou... Mais craft, après, tu vois, en 2017, le projet, on l'a initié en 2015. 2015, le choix était, c'était pas la folie, hein, à part de la Brewdog. Bon, j'avais un pote qui était à Londres qui m'envoyait quelques trucs cool. Je sais pas, c'était peut-être pas 2015, mais 2016, tu vois, on recevait de la Kernel, des choses. Pas mal de brasseries anglaises. On a découvert un petit peu dans ces années-là, mais avant, ça restait... C'était déjà un bon niveau, Kernel. C'est assez différent de ce que nous, on avait l'habitude de boire déjà, même à cette époque-là. Donc... Mais j'avais des petits colis réguliers de London, avec des belles brasseries, et tout ce qu'on goûtait, c'était... Bon, même après, tu vois, à l'époque, c'était quand tu commandais, c'était de la Mikkeller, à Beaverton, des choses comme ça. Mais on va dire que de toute façon, comme tout le monde, la craft a vraiment explosé dans ces années-là, et le choix qui va avec, quoi. Vous n'êtes pas forcément lancé en disant j'ai envie de faire de la chouffe. Non. Mais après, il y a eu une réflexion quand même sur le type de bière qu'on allait travailler au regard du marché qui était autour de nous. Oui, qui est quand même, on va dire, vous avez une grosse saisonnalité ici au Pays Basque avec... Des grosses demandes, j'imagine, l'été. Bon, après ça, on repassera dessus après quand on parlera de la gamme. La question que je voulais te poser avant, c'est pourquoi le nom de la Superbe ? Eh bien, écoute, pour être tout à fait transparent, il n'y a pas d'histoire particulière. Je ne vais pas te bullshiter sur le nom et t'inventer un historique, mais on a un peu brainstormé sur la recherche du nom de la brasserie, ce qui n'est pas chose facile. On a un pote qui nous a proposé ça, parce qu'on voulait... quelque chose qui soit pas trop anglo-saxon. Il y avait pas mal de brasseries, c'était des brewing company un peu à tire-larigot, et puis on s'est dit on voulait quelque chose, on trouvait le côté rétro et francophone assez cool et assez catchy, donc facile à retenir, et du coup on est parti là-dessus. Voilà, c'est l'histoire du name. Moi, quand j'ai découvert la brasserie, ça devait être, je pense, en 2018. Donc, vous étiez encore dans votre premier local à cette époque-là, à Biarritz. Ouais. Donc, c'était vraiment un petit local, des cuves de quoi ? Tu m'as dit 500 litres, ça ? Le local faisait 80 mètres carrés, avec une petite mezzanine, concasseur là-haut, avec les sacs de malt qu'on montait à la main sur l'escalier.
un Bromeister 500, 5 cubes de 5 hectos et un bouteilleuse Enol Master manuel, capsuleuse manuelle. Ouais, mais c'était cool pour commencer, c'était chouette. Et le tout au milieu des cartons, du stockage. Ouais, il fallait. Après, l'avantage quand tu commences à tourner et que tu as cette taille-là, tu n'as pas de stock. Donc, nous, en gros, à 500 litres, ça te fait une palette. La palette, elle est pas répare dans la semaine, quoi. Donc, on n'avait pas. On produisait à la demande quasiment. Ouais. Il n'y avait pas de problème de stock. À cette époque-là, vous aviez que les bières de votre gamme permanente. Ouais. Donc, la gamme permanente qui actuellement donc, comprend 4 références. Il y a une blonde qui est une Kölsch, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Une IPA, la Summer Ale, donc qui est une American Wheat. Ouais, exactement. Et une Amber Ale. Ouais. On a ces 4 refs-là. On en sort une 5e à la fin du mois aussi. Ouais. Dans un style complètement différent. Ça va être une gauze aux fruits. Ok. Voilà. Et un peu dans l'esprit de celle qu'on a sortie en canne récemment. Donc, l'idée de proposer quelque chose, tu vois. De toute façon, dans l'esprit de ce qu'on sort dans notre gamme permanente, quoi, qui soit craft mais hyper accessible. Et puis que ce soit en termes de prix ou en termes de goût. Donc voilà, nos 2 gammes sont vraiment distinctes et répondent à deux demandes différentes. Mais ouais, ce sera une gauze mûr cassis. Ok. Ah, ça a l'air sympa. Ouais. Et au lancement, qu'est-ce qui a guidé vers cette gamme permanente? Comment vous l'avez construite? Est-ce qu'il y a eu des tests d'autres recettes qui ont marché, pas marché? En fait, on a lancé 3 bières quand on a commencé. Donc les 3 de la gamme permanente, sauf l'ambré. Donc la Summer, la Kölsch et l'IPA. Ça, c'est des bières qu'on avait déjà calées en brassam. Donc les recettes, elles étaient verrouillées, on était contents. Et même si elles ont vachement évolué derrière. Mais effectivement, le travail de ces recettes-là, et le positionnement qu'on a eu, c'était plus aussi au regard des brasseries qui existaient autour de nous et de la maturité du marché local. Parce que, on va pas se voiler la face, quand tu es en province, déjà il y a un petit décalage en termes d'arrivée, de produits, etc. Donc déjà, quand on a sorti une IPA, classique, c'était déjà un truc de ouf puisque les brasseries qui étaient un peu les anciens dans le Pays Basque, qui existent depuis pour le coup longtemps, que ce soit Bob, que ce soit Kerbels ou des choses comme ça, qui font des choses plutôt tradies. n'avaient même pas d'IPA dans leur gamme, il me semble. Je pense que Bob en avait une Bob, déjà, mais il avait une gamme très très large. Ouais, plutôt typé English IPA par contre. Et bref, tu vois, là on a commencé, mais même la Summer, tu vois, on a commencé à travailler, tu vois, d'entrée avec des houblons qui avaient des profils plutôt new school, donc tu vois, du Citra, du Eldorado, des choses comme ça. Donc les gens, quand ils ont goûté les bières, ils ont fait ok, c'est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de goûter ici. Sachant que sur les recettes comme la Kölsch et la Wheat, vous les avez tout de suite vendues aussi comme sur l'étiquette, on va dire une étiquette à double sens, le côté blonde pour parler au grand public et en dessous le style pour quand même montrer que on est sur des styles un peu atypiques par rapport à ce qui se faisait dans ces gammes-là. Donc forcément, quand une personne qui va acheter une blanche et qui est plutôt s'attend à un truc plutôt typé wheat beer à la belge, l'American Wheat, on est sur un profil complètement différent. Tu disais avec des houblons modernes. Ça a été accueilli comment par le public ? Hyper bien, franchement. Les recettes étaient quand même assez singulières par rapport à ce qui se trouvait localement. Et puis voilà, on essayait d'être quand même assez didactique sur sur les étiquettes. Effectivement, on a utilisé un peu ces codes couleurs au début, mais parce que tu vois, au début, quand t'écrivais Kölsch sur même encore maintenant, ou Summer Ale, ça parle pas. Les gens ils disent quand même. Ils disent quand même blonde ou blanche, bien sûr, ou ambrée, tu vois. Donc, après, oui, j'imagine qu'en plus la majorité des restaurateurs ou des bars avec lesquels vous bossez en local doivent vendre ça comme la superbe blonde, la superbe blanche, pour pas perdre les gens. Ouais. Donc on a commencé comme ça, et puis après, on a eu vite envie de sortir des choses beaucoup plus craft, mais avec la difficulté du matériel qu'on avait en refermentation, en bouteille. Donc autant dire que tout ce qui est NEIPA, machin, compliqué. Et puis on n'avait pas spécialement un réseau de distribution. Tu vois, nous, c'était ultra local. On distribuait à 15 bornes aux alentours. Donc
Donc en fait, il y avait déjà une envie de produire des choses. On a fait on a fait des stouts, on a fait des NEIPA au tout début, en 2017, mais en petite quantité et pour le marché local. Mais on savait qu'il fallait qu'on passe sur un autre système et avec un matériel un petit peu plus pro. Tant que tu n'as pas encore l'image d'une brasserie geek, c'est peut-être des styles aussi qui sont plus difficiles à écouler sur un marché local, donc forcément exactement. Mais plus adapté à produire en petit volume. C'est ça. C'était un peu toute la difficulté, c'est que quand tu sors autre chose que la gamme permanente, déjà, en local, on avait on mettait plus de temps à le vendre. Ouais, j'imagine. Et puis après, quand on est parti dans la nouvelle, en 2018, 2019, à Anglette. Là, on est passé sur des cuves ISO et on a fait l'année, on a démarré, on a commencé à faire des cannes à la fin de la première année. Donc, en France, on était parmi les premiers à sortir des cannes, à bosser avec Bucaneros. Ouais. Même avant les gros noms qu'on connaît tous. Et en fait, ça a été une avance qui a été assez bénéfique parce que les gens ne nous connaissaient pas du tout. Et te lancer dans le monde de la craft directement en canette, je pense que ça apporte déjà en tout cas ça amène la curiosité des beer geeks. Absolument, ouais. C'est qui ces nouveaux qui font de la canette? Ouais. On avait envie de mettre de côté. Je pense qu'on avait peut-être cette image un peu tradie ou pas craft, parce que au regard de notre gamme qui était plus qu'on vient de décrire. Et du coup, on est parti à fond sur la canne. Et là, on a commencé à faire un batch qui a été hyper bien reçu. C'était la première, c'était une New England. C'était New England, c'était la Floats. Ah oui, c'était Floats. C'était une New England avec des houblons hémisphère sud, Nouvelle-Zélande, Australie, etc. Et bref, on a fait cette première bière, ça a super bien marché, et on en a sorti une deuxième, et puis après on en a sorti deux, et ensuite on les a sortis 3 par 3, et en fait on a construit notre distribution assez rapidement. Avec ce format et là c'est cool parce qu'on a quand même vite réussi à trouver notre public, les gens étaient vraiment contents de la qualité des bières et puis on était vraiment dans une démarche de progresser à fond batch après batch, donc entre les premiers brassins et puis ce qu'on sort maintenant, de toute façon on a fait que améliorer la qualité de nos bières, donc déjà, j'ai souvenir moi de la différence entre l'IPA qui était produite dans le premier local et que j'avais regoûté l'année d'après, donc produite dans la nouvelle brasserie. Il y avait déjà eu un gain sur la qualité. Et je pense que ça, il y a aussi le travail du temps, de la recette qui évolue au fur et à mesure, le nouveau matériel. De toute façon, il y a une constante évolution, même sur la gamme permanente, du coup. Ouais, absolument. Oui, même encore maintenant. Tu vois. Du coup, c'est vrai que ce matériel va nous permettre aussi d'être plus... on passe en full ISO, donc fini la refermentation, donc plus de stabilité aussi. Et puis sur l'IPA, on va pouvoir aussi avoir des produits qu'on va emmener un petit peu plus loin. Donc ça, c'est chouette. Plus stable. Donc tu me parlais des éphémères qui sont arrivés avec le nouveau local. Donc le deuxième, parce que maintenant c'est dans le troisième. Absolument. Avec le déménagement et l'arrivée dans ce nouveau local plus grand, il y a forcément eu un nouveau matériel qui avait absolument rien à voir avec le premier. Comment déjà quand tu passes d'une brasserie à une toute petite échelle à quelque chose d'un peu plus costaud, comment tu réfléchis ton installation, comment tu peux te projeter et te dire je vais vraiment avoir besoin de ça pour pas être sur ou sous-dimensionné? Et d'ailleurs, question annexe à ça, c'est est-ce que vous pensez que vous avez bien visé quand vous avez installé la nouvelle brasserie? Ouais, on a bien visé. De toute façon, on était quand même limité par des moyens financiers. Bien sûr. Donc on est passé sur une 20 hectos chinois, petit budget, tu vois, mais top pour un dimensionnement intermédiaire. On savait encore que à terme on aimerait avoir quelque chose. On savait que ça allait être vite short quand même, parce que tu vois c'était une étape dans la croissance, quoi. Oui, après on aurait pu s'arrêter et puis ne pas avoir la demande qu'on a là, mais et ça aurait été très bien.
mais ça restait en termes de volume atteint 1600 hectos, pas des volumes monstrueux. Donc voilà. Et puis après, à un moment donné, on a aussi un positionnement qui est peut-être un peu particulier parce qu'on a ces deux gammes-là. Du coup, là, en gros, à partir de mai-juin, on commence à se poser la question d'arrêter les cannes parce qu'on ne peut plus produire la gamme permanente qui nous prend trop de place, etc. Donc, tu vois, l'idée, c'était aussi au bout d'une année, 2 années où on sortait à bloc de cannes, on s'est dit là, ça va pas être possible. En fait, on peut pas tourner avec ces deux gammes-là, et en même temps, on peut pas dire non, tu vois, à notre réseau historique qui est, tu vois, les CHR de la côte basque. Donc, on travaille avec on a un maillage local qui est hyper développé. On travaille avec beaucoup de restaurants, beaucoup de bars cavistes, des hôtels, etc. Mais voilà, du coup, là, pour revenir à ta question, parce qu'on était là, je me suis un peu échappé. Le dimensionnement qu'on a eu était top. Après, la réflexion, elle était pas excessivement mûrie non plus sur le matériel. Est-ce que ça allait être... non, quand on s'est installé, on a fait là ça s'est mal pensé, là on n'a pas réfléchi à ça, machin, mais ça le faisait quand même, tu vois. Mais ça, c'est un peu de l'apprentissage aussi pour du coup la 3e brasserie. Exactement. Et mieux penser. Ouais, là, pour le coup, il y avait vraiment une réflexion sur aussi la qualité de travail, tu vois, sur le quotidien, sur des trucs à la con, et tu vois, avoir des belles pentes, avoir un sol qui racle bien, c'est des choses que les brasseurs comprennent, tu vois, mais ouais, qui te permettent de... Voilà, le travail de brasseur, ça reste dur et physique, et tu passes des journées les pieds dans la flotte à nettoyer. Donc, si tu gagnes en confort, c'est quand même... c'est du temps de gagner, de l'énergie de gagner à faire autre chose. Donc, voilà. Comme tu l'expliquais, dès le lancement et les premières bières, il y avait déjà quelques éphémères, en tout cas dans les premières bouteilles, avec des tentatives de NEIPA et compagnie. Donc, c'était vraiment, on va dire, une volonté dès le début, quand vous avez créé votre brasserie avec Vincent, de se dire un jour on va faire de la craft, on veut aller viser des produits un peu plus geeks. Mais déjà, c'est ce qu'on buvait, nous, hein, tu vois. Donc, pour revenir à la réflexion des recettes et de la bière, on ne s'est pas dit on va faire des bières qu'on surkiffe, c'est-à-dire des grosses IPA, des stouts et tout, parce qu'on savait qu'on ne les vendrait pas. Et puis que logiquement, quand tu démarres, tu commences à vendre autour de chez toi, quoi. Enfin, tu vois, on n'avait pas pour ambition d'aller développer un national, alors que tu vois, on vit dans un endroit où on pouvait vendre des bières. Donc, d'ailleurs, de ce côté-là, le Pays Basque, en tout cas côté espagnol, c'est quand même un gros vivier à brasserie craft, ou du moins autre que les tradis. Il y a des trucs un peu plus intermédiaires et craft. C'est un point intéressant parce que ça pousse un peu aussi pour le développement côté français. Ouais. Ça joue pour se dire oui, il y a de la place pour ce marché-là, il faut qu'on s'installe ici. Mais en fait, il y a toujours eu, au début, il y avait une vraie différence entre les brasseries du Pays Basque Nord et notre côté. Il y avait déjà, quand on s'est lancé, tu avais Basqueland qui venait de démarrer, tu avais Gross, tu avais Malaguisona, tu avais Bidasoa. Toutes ces brasseries faisaient du craft. Vraiment craft, tu vois. C'était pas spécialement petite gamme, etc. Donc eux, ils étaient à fond dans le craft. Et en même temps, quand tu vois, c'était des produits qui s'importaient pas hyper bien ou qui étaient vus par le grand public. En plus, c'était à l'époque, tu vois, c'est les grosses IPA bien vénères, ultra amères, etc. Donc pour le grand public, les gens, souvent les retours qu'on avait, tu vois, en local, c'était mais à part pour les gros amateurs de craft, les gens avaient du mal avec ce type de style ou des trucs hyper pointus. Mais il y avait clairement de l'avance là-dessus. Et puis, au fur et à mesure, là-bas, le marché s'est un peu aussi structuré, quoi. C'est-à-dire que toutes ces brasseries que j'ai citées, il en est resté... il y en a pas mal qui sont partis sur du plus grand public et tu vois, des choses qui ont vraiment stagné, même en termes de niveau. Et puis d'autres qui ont bien explosé, comme Basqueland, Grosse qui fait pas mal, qui fait beaucoup de choses. Mais c'est vraiment pour moi sur des plus petits volumes, bien sûr. Mais pour moi, c'est les deux brasseries intéressantes vraiment sur le Pays Basque. Après, le reste, elles sont vraiment aussi vachement parties sur des trucs, sur de la gamme craft classique, en fait. Comme Bidasoa ou Malaguisona, ou des trucs qui focalent vraiment sur le côté régional, mais que tu retrouves un peu, tu vois, en GMS partout. Mais
qui a pas percé comme les deux que je viens de citer. Voilà. En arrivant dans le nouveau local où on est actuellement, donc là tu dois faire quoi, dans les 900 mètres carrés, c'est ça? Ouais. 900 mètres carrés. Donc on a 450 mètres carrés pour toute la partie prod. Mhm. Et puis tout le reste, c'est pour du stockage. Donc on a de la place. On a de la place, mais c'est... Il y a encore un peu de place d'ailleurs pour même potentiellement... Alors surtout quand j'ai étendre, il y a de la place, il y a de la hauteur sous plafond au milieu, et peut-être la place s'il y a besoin d'ajouter des fermenteurs un peu en hauteur. Yes, ouais, c'est un dimensionnement qui est évolutif, quoi. Alors que là, on est en capacité max avec les fermenteurs qu'on a à 5000 hectos. On pourrait pousser jusqu'à 7-8 000 en rajoutant quelques fermenteurs. En rajoutant les fermenteurs sans changer de salle à brasser. En rajoutant 2-3 fermenteurs de 60. Donc c'est cool parce que on a clairement compacté en plus à fond l'espace de prod. Donc tu te faufiles un peu partout. Mais c'était aussi volontaire parce que l'expérience qu'on a des locaux précédents, c'est qu'on a toujours travaillé dans des petits espaces et du coup on ne peut pas s'étaler parce que même 900 mètres carrés pour le dimensionnement. Ça pourrait être le risque de dire j'ai de la place, je peux faire un truc. Là tu vois, on a de la place pour évoluer. C'est vite rempli quand même. Mine de rien, la partie stockage, quand tu commences à avoir un peu de fût, ça prend de la place. Hein. Absolument. Palette de fût. On va faire une petite pause pour se servir quelque chose. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu nous as sorti de beau là? Je t'ai sorti une gauze framboise citron vert. D'accord. C'est un des derniers batchs qu'on a fait sur l'ancienne brasserie. Ok. Je vais faire le pchit. Propre. Donc voilà, c'est une des séries, dans la série des gauzes, des sour fruités qu'on a sorti. Assez dense, beaucoup de fruits. On va être à 40% de fruits. Une belle robe bien rose pourpre. Un peu de sel. Et tout ce qu'il faut. Beaucoup de framboises. Ouais, ça se sent bien, ouais. Petite touch de citron vert, de lime pour l'acidité. Ouais, c'est bien bon, ça, bien frais. Frais, super fruité. Ouais. Ça réveille. Petite pointe de sel, mais légère, histoire de... Ça joue bien, un petit côté équilibre, exhausteur de goût sympa. Absolument. Et donc, ça me fait une petite transition, on va dire, avec tout ce qui tourne autour des bières éphémères. Donc, vous avez grandi step by step avec les 3 brasseries à la suite. On voit que maintenant, il y a quand même pas mal de brasseries craft qui se montent dernièrement et qui évoluent aussi rapidement. Il y a souvent, pour les plus plébiscités, besoin de grandir rapidement. Le problème de dimensionnement dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que de ton côté, tu pensais que vous auriez autant de succès la Superbe, notamment avec les gammes canettes et auprès des beer geeks? Parce que j'ai l'impression que ça a pris quand même assez rapidement. Ouais, ça a pris vite. Après, on était quand même... comme depuis le début, on a quand même travaillé fort sur nos bières. Donc on était quand même confiant de ce qui sortait. Alors ensuite, tu vois, c'est pas comme si on partait sur juste, tu vois, parce qu'on le voit bien maintenant, t'as quand même toutes les brasseries sortent des cannes, y compris... même celles qui se lancent, les toutes nouvelles. Qui se lancent avec, mais je parle même pas de brasserie spécialement craft. Tu vois, c'est vrai que maintenant, choses qui se disent, attends, tout le monde fait de la canne, je vais me lancer... Pourtant, on voit que le grand public, c'est pas encore... non. C'est pas encore prêt, on va dire, à ça. Ouais, non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on s'est là-dessus lancé vraiment à fond dans la canne, désolé, le petit. Ouais, on est dans une brasserie, c'est vivant, il y a pas de travail. Tu sais jamais vraiment ce que ça va donner, mais en tout cas, on l'a fait avec passion, comme on fait toutes nos bières, et puis ça a suivi, quoi. D'ailleurs, c'est un podcast qu'on avait prévu de faire depuis un bout de temps. J'avais prévu un premier script que malheureusement on n'a pas eu le temps d'enregistrer. Ça devait être il y a bien 2 ans, je pense, ou 1 an et demi. Ouais, vous veniez de... Je pense que ça fait 2 ans. Ouais, ça faisait peut-être 6 mois ou un peu moins d'1 an que vous aviez les séries de Cannes. Et quand j'ai repris mon script pour retravailler pour cette fois-ci, en fait, je regardais un peu ce qui se disait, notamment sur Untapped.
Et à cette époque-là, vous aviez une note de 3,7 qui vous classait déjà plutôt pas mal. Là, quand j'ai refait mon script il n'y a pas longtemps, c'était à 3,83. Donc c'est vrai que déjà, on voit que sur le temps, ça a bien monté, sachant que, pour ceux qui ne se rendent pas forcément compte, monter la note sur Untappd, c'est quand même une mission, parce que c'est dilué, quoi. Donc plus tu as de notes, plus c'est compliqué de monter. Donc maintenant, on voit beaucoup de brasseries jeunes qui arrivent, qui ont les codes, on va dire, qui savent que je vais me lancer, donc je vais faire de la canne, je vais faire des grosses IPA. Alors il faut bien les faire, certes, mais qui rentrent d'entrée avec les clés et qui savent directement faire des bières qui vont être bien notées. Donc maintenant, on voit beaucoup de brasseries qui arrivent au reach des 1000 notes qui permet de rentrer dans le top et qui arrivent directement en haut avec des notes de 3,90, 4. Chose qui ne se faisait pas forcément il y a 3 ou 4 ans. C'était pour toutes les brasseries qui sont arrivées sur le marché. En plus, comme vous, qui dépendez en plus beaucoup d'un marché local et qui doit beaucoup compter sur une gamme permanente, donc ça a dû se construire plus petit à petit. La moyenne est un poil biaisée par, par la grosse... par la gamme, par la gamme permanente. Mais une note quand t'as... Alors, j'ai un exemple qui est assez, qui va à l'inverse et qui est assez extrême, mais c'est Effet Papillon, qui a toujours eu des très bonnes notes. Ce que j'avais en tête comme type de brasserie, qui a un positionnement assez... pas proche d'une autre, mais qui a une gamme assez grand public. Qui était, je pense, à l'époque où j'avais regardé, parce que ça, c'est un truc qui avait disparu des notes quand j'avais fait mon script, je vous avais un peu situé avec vos voisins. Et il y avait Effet Papillon dans vos voisins à cette époque-là, et qui n'y est plus du tout. En fait, Effet Papillon marchait plutôt bien, était dans les alentours de 3,70 et avait un nombre de notes qui était, je sais pas extrêmement élevé comme les brasseries type La Débauche et compagnie. Donc il y avait un petit nombre de notes. Et en fait, ils ont rentré 2021 une bière dans le calendrier de l'Avent de chez Saveur Bière qui est extrêmement distribuée. Et ils avaient fait une sour. On connaît le public de Saveur Bière, c'est pas toujours le public beer geek. Sour, ça plaît pas toujours. Et en fait, cette sour qui était dans le calendrier de l'Avent est maintenant leur bière la plus notée sur Untappd et a une moyenne de 2,80, un truc comme ça, parce que c'est une sour. Okay. Et du coup, ça les a fait dégringoler dans le top Untappd parce que je pense que peut-être 70% des notes qu'ils ont de Untappd, c'est cette bière. Ok. Donc bon, là, mais tu vois, on a connu un peu le même truc là récemment avec on avait fait une collab avec Brewdog en début d'hiver. Ah oui, ça. C'est quoi, c'est le style qui a pas plu ou c'est pas que ça a pas plu, c'est une Dark Lager. Ouais, donc j'ai un style original, ouais. Pas forcément Check Dark Lager. Non, c'est à 348. Mais bon, tu vois, t'as 800 check-in déjà. C'est ça, ouais. Donc c'est quoi, c'est votre bière la plus checkée, non? C'est la deuxième, là. Ouais. Et en fait, ils l'ont pas créé, donc les gens l'ont mis chez nous, mais bon, tu vois, ce type de truc, ça te fait... Ouais, c'est pour ça que Untappd, entre la moyenne, le nombre de check-in et la manière dont est construite ta gamme, c'est pour ça que tu as pas mal de brasseries maintenant qu'il faut qu'on ait double compte. La gamme sauvage à part, et ainsi de suite. Mais c'est quelque chose que je fais revenir assez fréquemment dans les épisodes, c'est parler un peu d'Untappd, parce que j'aime bien avoir le retour des brasseries, leur vision de l'outil, parce qu'il a ses avantages, il a aussi ses vices. Et c'est vrai que là, tu vois, l'exemple que tu donnais, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on voit le plus, mais quand tu fais une collab avec une brasserie qui a beaucoup de portée et qui te permet d'avoir une bière qui est assez distribuée et du coup très notée, ça peut très vite influer ta note quand t'as pas déjà 100 ou 150 000 notes dans ton compte. Donc après Untappd, c'est vraiment quelque chose que je prends avec beaucoup de recul. Oui, il faut pondérer. En tout cas, plus maintenant. J'avais un peu, j'étais pas mal dessus au début, surtout quand on a commencé à sortir nos cannes, parce que j'étais ultra à l'affût des retours, etc. Et puis c'est ce qui permet de voir aussi. Mais t'as rarement des retours constructifs. T'as des mecs qui vont te bâcher complet, qui vont te mettre un 1 en disant. La plupart du temps, t'as une note et t'as aucun commentaire à côté, tu sais même pas pourquoi. Du coup, je suis déjà un peu. J'y vais moins maintenant, je regarde moins. Ça veut pas dire que le retour des gens m'intéresse pas, mais du tout, au contraire. Mais c'est que tu vas avoir des notes un peu, en plus qui sont souvent parfois ultra disparates, où tu vas avoir une moyenne de 4 sur une bière et t'as des mecs qui vont te mettre 0,5 en disant au revoir, pas bon. Ouais. T'es là, ok. Mais en effet, quand je suis en train de regarder la Untappd, vous êtes toujours à 3,83. Dans le script, je l'ai fait il n'y a pas bien longtemps, mais la deuxième, la Zacour, à 3,48. C'est vrai que sans ça, tu te dis que peut-être que tu serais. Parce que vous êtes sur combien de notes au total?
15 900 notes. Ouais, ça se trouve, tu serais à 3,85 au lieu de 3,83 et 3,85 au lieu de 3,83. Dans une table, ça te fait prendre 3 places dans le classement tellement oui, que c'est serré. C'est sûr. Après, tu vois, c'est pareil. Je vais pas faire une table pour mes 4 bières permanentes. Après, si je les enlevais, je serais à 3,95, tu vois. Quand on regarde vos voisins sur une table, c'est du O'Clock, Héron, Montagnard, Grand Paris, Mont-Salève, voilà. Bon, ça donne une idée globale c'est clair qu'on a... du retour des gens, plus que de regarder individuellement une note. Tu regardes où tu te situes et bon. Ouais, non, mais c'est cool. On est hyper bien entouré. On est hyper content d'être dans un classement de super belles brasseries. Et du coup, depuis les premières canettes qui ont été sorties en 2019, comment tu as vu évoluer le marché des bières geeks, ou en tout cas des consommateurs de bière dans vos clientèles? Est-ce que le consommateur beer geek qui a acheté vos canettes en 2019, maintenant il a d'autres attentes? Tu penses que le marché évolue encore assez vite? Le marché évolue. Après, nous, dans notre clientèle, ça reste des gens qui ont des profils, qui aiment des styles en particulier. Tu vois, nous, on fait beaucoup d'IPA. Clairement, on est vraiment sur le houblon à fond. Et puis, on fait de plus en plus de sour, etc. Mais voilà, on voit bien l'émergence de brasseries qui font du full sauvage. Et ça prend bien, mais ça reste quand même hyper niche. Et sur des publics ultra geeks, tu vois. Donc, même... Tu vois, on reste sur nous un créneau qui s'est hyper démocratisé. Les grosses NEIPA, les DH IPA, etc. Puis c'est des styles qu'on adore boire, tu vois. De plus en plus, tu vois, on sort des West Coast, ça revient à fond, nous on adore ça. Mais ça reste en fait finalement des styles qui sont devenus hyper mainstream maintenant dans le milieu craft. Voilà. On va travailler sur d'autres choses. Je t'en parlais un petit peu en off tout à l'heure. Ouais, mais on ne dira rien, on garde la surprise. Mais qui seront pas des bières, qui seront pas des softs et qui seront pas des bières sauvages, mais des trucs cool. Pas des Arsène. Voilà. Non. Voilà. Mais ouais, après on a envie de sortir autre chose aussi, en plus petite quantité. D'ailleurs, ça s'est vu un peu dans l'évolution des éphémères. Ouais. Au début, c'était houblon. Et petit à petit, on a vu les premières acides, les premières noires qui sont sorties. Et maintenant, ça reste une dominante de houblonné, mais c'est quand même de plus en plus fréquent dans les bières que vous sortez en éphémère. Et tu vois, ça colle avec ce que tu disais tout à l'heure, que vous rentrez quand même une gauze aux fruits dans la gamme permanente. Ouais, parce qu'on a trouvé pareil, on essaye de faire on a travaillé les gauzeux, les sours de manière à ce qu'elles ne soient pas too much, tu vois. On va dire c'est plus des bières acidulées que des bières acides. Oui, on est sur des bières fruitées. Oui, là, celle qu'on boit en ce moment, c'est glouglou, tu vois. Donc, t'as l'acidité, mais qui vient plus du côté du fruit. Tu sens pas un excès d'acidité ou ça va pas te faire déchausser les dents. Disons que c'est pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Non, ça, je rentre chez moi. Je rentre chez moi ce soir, je fais goûter ça à ma mère, elle va adorer. Voilà. Alors que ma mère, elle boit la blanche traditionnelle. La bière pour maman. Exactement. Ouais, d'ailleurs, j'ai ramené une caisse de Summer Ale, enfin un carton de Summer Ale à mes parents parce qu'ils l'adorent. Ça fait. Si maman aime. Ouais. Et donc du coup, l'avenir de la brasserie, bon, t'évoquais les projets qu'on développera pas plus, mais c'est continuer sur cette voie-là. Maintenant que la brasserie aussi a grandi, il y aura peut-être moins la nécessité d'aller faire un choix entre l'éphémère et la permanente, surtout sur les hautes saisons. Ouais, c'est le but. Après, même si il y aura peut-être un petit break d'un mois entre juillet et août, parce que de toute façon... La saison est toujours plus calme. De toute façon. La saison est plus calme, en tout cas en dehors de la côte, et puis quand les gens désertent un petit peu plus les grandes villes, mais... je pense que même de manière générale chez les cavistes, c'est pas les périodes fortes. C'est pas les périodes fortes. Donc, mais oui, l'idée c'est de pouvoir travailler parallèlement la gamme permanente et la gamme beaucoup craft. Et d'ailleurs, on l'a pas trop développé, mais on parlait de la saisonnalité. C'est vous du coup en plein cœur de la côte basque, à Anglette, donc entre Bayonne et Biarritz. Vous avez quand même une grosse saisonnalité. La région vit énormément l'été, beaucoup de tourisme. Du coup, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, vous étiez un peu obligé d'adapter la production pour reconcentrer, on va dire, la prod sur les bières permanentes qui tournent le plus en local. Bien sûr. Vous avez pas mal de clientèle locale sur peut-être des bars, des restaurants et ainsi de suite. Donc, C'est notre cœur de marché, tu vois, depuis le début. Donc, la gamme permanente, ça représente 50% de
s'occupe de notre chiffre. Donc, ce qui n'est pas le cas d'une brasserie comme un Piggy ou quoi que ce soit, donc qui ont une gamme permanente qui est assez réduite en plus, mais qui... Mais voilà, après, je pense que nous, c'est l'équilibre qu'on a trouvé en termes de business, parce que une brasserie, c'est aussi ça. Il faut pouvoir arriver à en vivre aussi. Oui, là, tu as un équilibre qui te permet d'avoir une base, on va dire, qui tourne bien et qui permet aussi... C'est ça qui permet à côté de t'éclater sur d'autres recettes. Carrément. C'est sûr que brasser, si je devais brasser de la coche toute l'année, je pense que tu vois, je tiendrais peut-être pas 10 ans à faire que ça. C'est parce que ce qui est le plus excitant de toute façon dans notre métier, c'est de pouvoir travailler des nouvelles recettes, etc. Mais effectivement, l'un permet de, on va dire, financer l'autre aussi. Et en tout cas, sur la région, il y a un gros pic. Donc, clairement, juillet-août, c'est le cirque, donc il y a vraiment du monde et on travaille avec, tu vois, énormément de cabanes, de bars, de restos sur la côte. Donc c'est le feu. Mais ça a quand même tendance à s'étaler un petit peu plus, tu vois. C'est un petit peu moins ultra saisonnier qu'avant. Maintenant, d'avril à octobre, c'est quand même, t'as du monde en fait, un peu tout le temps. Et bon, je pense qu'il y a le Covid qui est venu mettre un peu son grain de sel là-dedans, mais tu sens qu'il y a un petit peu plus de monde à l'année. Ouais. Un peu plus mieux réparti. Mieux réparti, ouais. Je voulais évoquer un autre point, c'est on va dire toute la partie identité visuelle, graphique et communication autour de la brasserie. Notamment parce qu'il y a eu des changements il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu, alors le logo reste le même, mais il y a quand même une refonte autour. Ouais. Notamment le nom a un peu évolué. Tout à l'heure tu me parlais du choix d'un nom francophone, la Superbe, là où tout le monde avait des Bruco et ainsi de suite. Maintenant on voit apparaître la Superbe Bruco sur les canettes. Ouais, effectivement après c'est une typo un peu différente d'ailleurs. C'est plus venu... Non, la typo est la même, mais effectivement sur les canettes et sur les bouteilles maintenant aussi on a le Bruco. Mais sur la capsule, j'ai vu que la capsule avait changé sur les bouteilles aussi. Ouais, alors après ça c'est plus, ça fait partie effectivement de tous notre nouvelle DA, on a plein de petits pictos, des petits visuels, tu vois. Sur la capsule, et des petits slogans, il y a le It's a Can of Magic, le Punchline, on s'amuse bien à faire des petits trucs qu'on vient décliner sur des teas, sur les verres, etc. Ouais. Mais effectivement, le Bruco c'était plus... on travaille de plus en plus. C'est pas de plus en plus, mais on exporte un petit peu quand même. Tu vois, on travaille beaucoup en Espagne typiquement. Ouais. J'ai vu au Japon d'ailleurs. Ça, c'est comment on se retrouve à vendre des bières au Japon ? Écoute, on a des mecs qui nous contactent et puis qui disent moi je suis intéressé pour avoir vos bières et puis ça se fait comme ça. Honnêtement, sur l'export, on n'a jamais vraiment démarché. C'est des gens qui viennent vous chercher. Des distributeurs qui viennent te voir, qui ont catché les canettes, qui les trouvent cool, qui voient que les bières elles tiennent la route. Donc on a commencé à développer comme ça, mais on bosse beaucoup en Espagne. Ça nécessite du coup d'internationaliser un petit peu Un petit peu, ouais, c'est sûr. Au début, même les posts, tu vois, Insta. Maintenant je fais tout en français, mais des fois tu sais pas si c'est. T'as plein de gens qui interagissent, qui sont soit espagnols, soit hollandais, soit. T'as un profil un peu plus varié qu'au départ. Donc, puis en fait, et le fait aussi pour vous d'être proche d'une frontière, ça vous apporte certainement aussi plus de public espagnol. On s'est hyper bien implanté au Pays Basque Sud, ce qui est pas chose facile. Ouais. Parce que clairement. Ils ont déjà leur brasserie en plus là-bas. Ils ont déjà leur brasserie, puis ils protègent bien. C'est difficile de trouver au Pays Basque des brasseries autres que des brasseries basques ou espagnoles. Et clairement, nous, on est hyper bien distribués maintenant, un distributeur à Bilbao et qui rayonne sur tout le Pays Basque. Et puis après, on distribue un petit peu ailleurs dans les grandes villes, à Barcelone, entre autres. Mais ouais, dans toutes les petites peñas et tous les bars craft du côté sud, on est bien et on a des super retours. On est bien apprécié. Donc là, ça explique un peu le changement du nom avec le Bruco rajouté pour l'internationalisation. Ouais, c'est petit. Tout l'univers graphique qui arrivait autour, les petits pictos, les petits slogans, le Wesh Brew, le It's a Can of Magic, tout ça sort de quoi ? Quelle est l'envie en fait derrière tout ça ? C'est enrichir un petit peu l'identité visuelle de la marque, tu vois. Quand tu as juste un logo et une typo,
difficile de décliner, d'avoir, tu vois, tu as de plus en plus de demandes pour faire, surtout quand tu fais des salons, pour avoir des t-shirts, avoir n'importe quoi, avoir des verres, etc. Donc si tu veux avoir autre chose que juste ton logo printé à droite à gauche, et puis après nous on aime ça, on aime travailler le visuel, on aime quand c'est faire des belles choses, on fait des bonnes choses, mais on fait en sorte qu'elles soient jolies aussi, que ce soit les cannes ou que ce soit les cannes, c'est notre univers. Mais après le sujet que je voulais évoquer après aussi, tout l'univers qui est autour de vos cannes. Il vient d'un travail avec un artiste. Est-ce que ça vient de vos têtes à tous les deux ou... Non, ça vient de... Alors, c'est plutôt moi qui m'occupe de la partie visuelle des cannes. Ok. Pour des questions pratiques, travailler avec un graphiste et tout, c'est complexe parce que tu vois, on a une cadence de sortie qui est importante. Bien sûr. Et de temps en temps, on peut travailler ponctuellement avec tu vois, du full art sur une canne, mais là, je travaille principalement des photos, moi. Okay. C'est plus facile, ça me permet d'avoir une banque d'images. Alors après, c'est plus facile. C'est complexe de trouver des belles photos qui collent bien avec l'organisation qu'on a, le logo, etc. Mais au moins, ça me fait gagner du temps, et en plus, en général, j'arrive toujours à trouver de la diversité, des choses qui correspondent un peu à notre univers. Donc c'est plus, effectivement, la signature sur les cannes, c'est plutôt les photos. C'est quoi l'univers de la Superbe? Parce que tu dis qu'il correspond à votre univers, mais alors c'est quoi? Visuellement, tu vois, on est souvent un petit peu sur des termes. Alors soit, bon, en fait, il n'y a pas de thème principal, mais on a des canettes noires. Il y a souvent un jeu d'ombre. Il y a souvent un jeu d'ombre. C'est souvent nocturne. Il y a souvent des étoiles. Celle qu'on boit, du coup, la Gose, la Arca. L'étiquette, je la trouve vraiment superbe. Ouais, c'est une sorte d'épave de bateau échoué avec sur un fond de nuit étoilée de Voie lactée qui est avec des nuances de couleurs. Si ça tenait qu'à moi, je ferais que des galaxies et des Voies lactées. Je trouve ça toujours canon. Mais ouais, du coup sur les canettes, pour l'instant c'est ça. Après, moi je m'interdis pas de continuer à faire évoluer l'univers graphique et puis. Voilà. Est-ce qu'il y a une symbolique d'ailleurs derrière les petits pictos qui ont été créés? Parce que là je vois sur le verre dans lequel on boit, donc il y a un peu tout l'univers de tous les pictos. Ouais. Mais ouais, c'est une symbolique. Ouais, ça vient. C'est un petit peu à l'image de notre univers sur les cannes. C'est un petit peu de nature. T'as un peu d'étoiles, un peu de planètes. Pas mal de rapports à la canette. Hein. Enfin, on a la canette avec des petites fleurs qui poussent dedans. T'as les petites capsules avec l'oiseau. Ouais. C'est un petit peu tous les éléments effectivement qui viennent, qui viennent dans l'univers de ces cannes, quoi. Univers un petit peu nocturne, un peu nature, un peu nuit, un peu magique. Vous avez eu des retours sur tout cet univers graphique depuis que vous l'avez créé, notamment, bah oui, comme tu disais, sur les salons. Maintenant, ça vous permet d'avoir un peu de merch, des t-shirts et des choses comme ça. Bah écoute, ouais, on a des petites punchlines et tout. Alors, franchement, les Wash Bro, les Can of Magic. Oui, Can of Magic, j'ai l'impression qu'ils marchent bien et qu'ils plaît beaucoup. Ouais. On a pas mal, on a fait pas mal de t-shirts et des suites et tout qui ont super bien marché. Et puis ouais, ça permet de sortir du fat logo classique. Ouais. Moi j'aime bien sortir des choses différentes en petite quantité, donc on a des super retours sur cette belle identité qu'on a travaillée l'année dernière déjà. Quand j'avais préparé le premier script il y a 2 ans de ça, je posais une question sur comment on trouve les bières de la Superbe, parce que c'était pas aussi développé et distribué que maintenant. Maintenant, pour trouver vos bières, ça se retrouve, en tout cas sur les éphémères, je pense que vous êtes relativement bien distribué sur tout le territoire. Vous avez plusieurs distributeurs, ça se trouve assez facilement, que ce soit en ligne ou chez des cavistes spécialisés. Absolument. Et c'est toujours valable. Ouais, on est super bien distribué. On bosse avec pas mal de distributeurs indés qui sont plutôt basés régionalement dans certains secteurs. Ouais, donc du coup on vous retrouve quoi sur le sud-ouest évidemment. Après il y a Craft Beer France qui est plutôt sur la côté Île-de-France, Nord, mais qui fait un peu de national aussi, je pense. Exactement. On bosse avec France Bière, du côté de Lyon. On bosse avec
d'autres distributeurs du côté de Marseille, on bosse dans le Grand Ouest. Honnêtement, et puis après, on travaille un petit peu avec tout le monde, mais avec tous les gens qui veulent prendre nos bières. Mais globalement, toutes nos nouveautés, on les retrouve facilement. On essaye de faire en sorte d'avoir d'avoir un circuit super réactif. C'est-à-dire que nos bières, elles sont prêtes à partir le jour de l'encanage quasiment. Le lendemain matin, tout est parti. Donc ça permet de garantir une fraîcheur. Vous arrivez aussi, vous, du coup, auprès de vos partenaires, vos distributeurs, à anticiper un peu. Ouais, 3 semaines avant. Ils sont dispo, c'est déjà quasiment prévendu et tout part le jour même. Quoi. Ouais. Oui, c'est l'idée. Je les préviens pas le jour de l'encanage, en fait, on va voir si on va faire ça. C'est prévu avant. L'idée, c'est vraiment que ça parte le plus vite et que ça arrive le plus frais possible. Je pense que moi j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais prévu d'évoquer. Je sais pas s'il y a des sujets que j'aurais ratés, des choses que tu veux ajouter. Écoute, non, c'est pareil, je me suis un peu épanché. C'est agréable de boire des petites bières et d'être au micro avec toi, Alex. Ça fait longtemps, depuis le temps qu'on en parle. Mais non, je pense qu'on a un peu tout évoqué. La nouvelle brasserie, nos bières, et puis surtout, après le futur, on a hâte de... Voilà, là, la brasserie, elle tourne. On a beaucoup brassé là, ces derniers mois. Pour se remettre un flot sur la gamme permanente, mais maintenant on va d'ailleurs je suis en plein brassage, je vais bientôt y retourner. On sort nos 3 premières cannes qui sortiront à la fin du mois, donc début septembre. 3 premières éphémères produites ici là sur le nouveau matos. Exactement. Et alors, puis niveau recettes, on a quoi? On a une DDH IPA, on a une West Coast IPA, on a une NEIPA, les 3 avec des bases maltais hyper différentes, des houblons, travaille sur les houblons différents. Donc, comme je le disais, du coup, je pense qu'au moment où l'épisode sortira, elles seront déjà dispo. Elles seront dispo, ouais. Parce que bon, là, on enregistre, on est début août. Il y a un peu une période creuse aussi pour les audiences de podcast, donc je pense que je vais sortir ça sur fin août, début septembre. Yes. Mais voilà, l'avenir, ça va être un peu toutes ces nouveautés qu'on est excité de voir sortir. Et puis tous les projets qu'on a en parallèle, qu'on aura l'occasion de reparler quand ça sortira, mais on a plein de projets hyper excitants dans les tuyaux, donc on verra ça après l'été, ça va vite venir. Il y a des présences sur des salons prochainement, sur des festivals. Un petit salon qu'on fait, on sera à Lille au mois de septembre. Ok. Bâle. Ouais. C'est cool parce qu'on l'a jamais fait et il paraît que c'est le feu. C'est gros festival, ouais. Après, les salons, on n'est pas la brasserie qui fait tous les salons de... il va falloir y travailler. Mais on fait pas tous les salons possibles. D'autant plus que vous êtes déjà, pas très nombreux en plus. On n'est pas nombreux, on est 3. Donc ça tourne beaucoup et les semaines sont bien remplies. Et puis on est à Biarritz, donc chaque salon est hyper loin. Ouais, c'est vrai que vous êtes très excentré de tout. Ouais, donc cette année on se retrouvera à Lille et puis l'année prochaine on verra. On sait pas encore. Bon, je vais te laisser retourner à ton brassage, il y a la machine qui t'appelle. Merci Alex. Beaucoup et c'était un plaisir de enfin pouvoir faire cet épisode avec toi. Plaisir partagé. Allez, à bientôt. Salut.